Je suis impliquée avec Rose dans le CAFES. Je suis notamment assistante sociale de formation et depuis 15 ans, j'ai un pied dans le milieu de l'intervention avec des femmes qui ont un parcours de vie dans l'industrie du sexe. Et j'ai moi-même été dans la prostitution pendant plusieurs années, milieu que j'ai quitté il y a près de 20 ans. Comme vous pouvez voir, j'ai installé ici une feuille 8,5 par 11 avec un rectangle à l'intérieur que j'ai dessiné. Vous allez comprendre pourquoi, on va y venir bientôt. Peut-être que le nom de Dr. Ingeborg Cross, psychologue comportementaliste, vous dit quelque chose. Elle est venue ici à la demande de l'Atelier en 2015 pour faire une conférence et elle a notamment parlé des 3 mécanismes psychologiques qui entrent en ligne de compte lorsqu'on se trouve victime de prostitution ou de violence. Donc, je mets l'accent sur le mot « victime » et je vais revenir bientôt sur ce mot-là. Donc, elle parle de l'identification avec l'agresseur et le fait que la femme a un sentiment d'estime de soi brisé. Elle parle de dissociation, donc le fait de devenir déconnectée de son corps, de ses émotions et de ses sensations. Et il parle d'un mécanisme dont on parle très peu souvent, qui s'appelle la compulsion de répétition. C'est le fait de revivre volontairement, des années plus tard, des situations traumatiques similaires, mais cette fois avec l'illusion de contrôler l'enjeu. C'est une forme de réparation illusoire. Moi, personnellement, j'intuitionnais que pouvait se passer ce genre de phénomène-là, mais je n'étais pas capable de mettre des mots dessus. Alors, j'ai été tellement étonnée d'entendre ça parce que je me suis dit, c'est tellement vrai. Maintenant, concernant le mot « victime », je vous avoue que je suis un petit peu mal à l'aise avec ce mot-là. Parce que dans un certain courant de pensée dans la société, la femme qui est dans la prostitution n'est pas victime, c'est-à-dire que c'est un choix. Mais dans un tout autre courant de pensée, beaucoup de gens pensent, à quelque part à raison, que les femmes dans l'industrie du sexe sont victimes. Mais mettons-nous à la place de ces femmes-là qui entendent ce mot-là, qui vivent... des femmes qu'on martèle constamment, inlassablement, qu'elles sont des victimes. Pas des petites victimes, pas des moyennes victimes, mais de grandes, 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 grandes victimes. Alors, il faut vraiment se mettre dans la place de ces femmes-là. Comment est-ce qu'elles peuvent se sentir quand on leur appose cette étiquette-là? Le risque pour ces femmes-là est de se désinvestir et de se déresponsabiliser du chemin à parcourir pour non seulement sortir de la prostitution, mais également sortir de la prostitution de soi. Il y a certaines femmes qui arrivent à aller de l'avant dans leur vie après ce parcours-là. Mais il y a d'autres femmes pour qui la résilience et les embûches sont plus présentes. Alors, il faut se mettre à la place de ces femmes-là qui vont s'apposer cette étiquette-là sur leur front et ou qui sentent que la société leur... appose cette étiquette-là. Je comprends très bien pourquoi on parle de victimes. Je comprends très bien pourquoi on utilise ce mot-là. C'est notamment parce qu'elles en sont victimes d'exploitation sexuelle et aussi parce qu'on veut sensibiliser la population quant aux conséquences de la prostitution sur une personne qui la vit. Je ne dis pas de ne politiser, je dis juste qu'il faut faire attention. Soyons conscients que nous ne soupçonnons pas l'impact que ce mot peut avoir dans l'esprit d'une femme. Lorsqu'on lui dit que c'est une grande, grande, grande victime, on n'est pas loin de lui dire « ton vécu, là, mais il est tellement épouvantable, on n'est pas sûr que tu vas t'en sortir. » C'est en tout cas ce que la femme peut entendre. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est de la sortie, du maintien de la sortie hors de la prostitution. Quels sont les obstacles? On vient d'en voir un, justement, le fait d'apposer ce mot-là « victime » sur la femme. Donc, elle est déjà victime une fois. Attention de ne pas la re-victimiser sans cesse. Il faut vraiment trouver un équilibre entre on lui donne de la compassion et on est empathique à sa situation parce qu'elle vit ou elle a vécu des choses très, très difficiles. Donc, bien sûr, il faut entendre ça. Et en même temps, donc, on est comme en deux chaises un peu. Il faut lui donner ça, puis en même temps, c'est comme, OK, tranquillement, on va aller de l'avant aussi. Donc, c'est de trouver cet équilibre-là qui n'est pas simple à trouver. On pourrait dire qu'il y a en fait 2 types d'obstacles auxquels les femmes font face afin de quitter la prostitution et de maintenir cette sortie-là. Il y a un obstacle qui est plus d'ordre structurel et macro-systémique au niveau des systèmes, de la structure, des paliers de gouvernement, et il y aurait un autre obstacle qui est plus inhérent à la personne, plus qui est relié au contrôle et au pouvoir qu'elle a sur sa vie ou non. Allons-y avec le premier type d'obstacle.
c'est sûr et certain que, on parle de la pauvreté. Beaucoup de femmes à travers le monde se retrouvent dans la prostitution, notamment à cause de facteurs de pauvreté. L'idéal, c'est qu'il y ait une redistribution de la richesse à travers le monde pour diminuer la possibilité pour des femmes de se retrouver dans ce milieu-là parce qu'elles n'auraient plus besoin de chercher à survivre financièrement. Maintenant, on peut y rêver et tout ça, et puis continuons d'y croire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, c'est sûr et certain qu'une femme, quand on lui parle de croissance personnelle et tout ça, alors qu'elle a des problèmes financiers, c'est difficile pour elle d'entendre ça, parce que d'être ouverte à ça, parce qu'elle vit déjà suffisamment d'insécurité, de stress, notamment au niveau financier. Donc, ce serait peut-être de voir dans un premier temps avec cette femme-là les ressources alimentaires, au niveau des vêtements, au niveau de l'aide sociale, est-ce qu'il y aura moyen qu'elle ait plus de sous? Est-ce que, si elle est parent, est-ce qu'elle reçoit bien les prestations dont elle a le droit pour ses enfants? Donc, c'est de voir, de maximiser le plus possible sa situation financière. En même temps, parallèlement à ça, bien sûr, il y a tout l'aspect de croissance personnelle. Je vais m'attarder à cet obstacle-là, qui est celui de soi par rapport à soi, en fait, comment on peut avancer individuellement, avec un réseau de support idéalement. Souvent, les femmes dans l'industrie du sexe ont assez souvent, voire très souvent, une faible estime d'eux-mêmes. Cette faible estime était-elle là avant l'entrée dans la prostitution ou est-ce que c'est développé suite à son entrée dans la prostitution? C'est l'un ou l'autre, mais plus probablement un savant mélange des deux réponses. Toujours est-il que si cette femme n'a pas une image positive d'elle, il n'est pas toujours étonnant que ses choix de vie vont dans une direction tout autre, ou plutôt dans la même direction que son estime personnelle, c'est-à-dire peut-être pas tout à fait dans le bon sens. Pan de vie personnelle. Je parle de moi un instant. Lorsque j'étais jeune, mon père m'adressait très peu la parole. Il me regardait très peu dans les yeux, ce qui aurait validé mon existence à ses yeux et à mes yeux. En tant qu'enfant, je me suis dit, si mon père ne m'adresse pas la parole, ne porte pas attention à moi, c'est qui sur cette planète, si mon propre parent ne le fait pas, qui sur cette planète peut s'intéresser à ce que je pense, ressens et à mon identité, à ce que je suis. Et cette impression-là de ne pas être reconnue m'a poursuivie pendant des années et a été problématique pour moi dans tous les secteurs de ma vie. Il nous est tous arrivé la situation suivante. Sûrement que ça vous est arrivé. Vous marchez sur le trottoir, il y a deux personnes qui arrivent à l'inverse et à un moment donné, quand vous allez 3 de large, il y en a une des 3 personnes qui va devoir se tasser parce qu'on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à passer 3 de large. C'est moi qui se tassais toujours de côté parce que pour moi, j'étais une citoyenne à part et je ne méritais pas de marcher sur le trottoir comme les autres. J'avais ce sentiment-là même bien avant mon entrée dans la prostitution. Ce que je vous dis là, je l'ai tellement entendu souvent de d'autres femmes, pas nécessairement dans ces mots-là, mais d'une façon ou d'une autre, beaucoup de femmes dans cette industrie ont le sentiment d'avoir moins de valeur que d'autres, de mériter de ne pas être heureuses elles aussi. Peut-être que ces femmes-là ne se déplacent pas comme moi je le faisais sur le trottoir ou sur le gazon pour laisser la place aux 2 autres citoyens. Peut-être qu'au contraire, cette femme-là reste bien au milieu du trottoir puis se dit « Toi, tu as d'affaires à te tasser, c'est moi qui reste ici. » Mais encore là, il ne faut pas se fier aux apparences. Même lorsque vous semblez en imposer, c'est peut-être parce que vous avez une faible estime de vous. Toujours est-il que beaucoup de femmes ont emmagasiné de la fausse information à leur sujet et ça a des conséquences considérables sur tous les secteurs de leur vie. Ce qui fait bien sûr qu'elles prennent de très, très mauvaises décisions parfois. Beaucoup part de là, beaucoup part de l'image qu'on a de soi. Et lorsqu'on a une mauvaise image de soi, il faut arriver à déprogrammer les informations fausses qu'on a intégrées à notre sujet, qui nous taraudent depuis plus ou moins longtemps, et souvent, plus souvent qu'autrement, longtemps que moins. Mais comment faire? Comment déconstruire des pensées négatives qui traversent cette femme-là? Il y a une multitude de façons de tenter d'y parvenir. Par exemple, on peut montrer une vidéocassette à une femme. J'étais supposée de la porter, mais je l'ai oubliée. Donc, imaginez une vidéocassette VHS que vous pouvez lui présenter et lui montrer le ruban, puis lui dire, toi, là, sur ton ruban de vie, qu'est-ce que tu as emmagasiné comme information positive et négative à ton sujet? Sur quoi tu te bases pour croire crédibles ces informations-là quand on te disait X, Y, Z à ton sujet? Et si on dépoussiérait cette vieille cassette-là, toi, quelles sont les données que tu as intégrées plus jeune et qui t'empêchent d'aller de l'avant dans ta vie? Quelles sont les croyances et idées fausses qui t'habitent et te tirent vers le bas?
Est-ce que tu es tanné de te rejouer inlassablement la même cassette, le même ruban dans ta tête? Quelles données tu pourrais enlever de ce ruban? On peut même, avec la femme, enlever un morceau de ruban, puis noter, on peut écrire ensemble sur un bout de phrase tout ce qu'elle s'est dit à son sujet, puis dire, ben regarde, on va-tu le couper, ce bout de ruban-là, pour qu'il arrête de fonctionner? Ça, c'est cette idée-là, cette idée-là d'intervention, elle vient de Danie Beaulieu. Ça vous dit peut-être quelque chose à plusieurs d'entre vous. Danie, D-A-N-I-E. Beaulieu. C'est une psychologue qui a collaboré à toutes sortes de techniques d'impact pour de l'intervention en psychothérapie, relations d'aide, santé mentale. Des techniques qui sont très adaptables à toutes sortes de clientèles. Pour ce faire, elle utilise par exemple des objets du quotidien. Elle utilise le mouvement. Elle a écrit plusieurs livres et vous trouverez facilement par Google des capsules vidéo de ce qu'elle fait. Elle peut aussi se rendre dans votre milieu de travail pour offrir une formation. Pour revenir à mon père, un jour, j'ai réalisé que si mon père ne me renvoyait pas une image positive de moi, ce n'est pas parce que je n'étais pas belle, pas fine ou pas intelligente, objectivement parlant, mais bien parce que mon père était perturbé, qu'il était aux prises avec d'importants enjeux personnels, qu'il était en état de survie, qu'il n'était pas en mesure de répondre aux besoins légitimes de ses enfants. J'ai compris que there was nothing wrong about me, I mean nothing. Et si j'avais été la même enfant, avec les mêmes gènes, avec un tout autre père, j'aurais eu une toute autre image de moi. Donc, d'où l'idée peut-être l'importance de revenir à qu'est-ce que les adultes autour de toi ou qu'est-ce que les gens autour de toi ont pu... Tu t'es senti comment? Puis sur quoi tu te bases? Qu'est-ce qu'on te fait? Qu'est-ce qu'on te dit pour imaginer que tu étais X, Y, Z? J'aimerais faire 2 parenthèses ici. La première, c'est que une femme peut très bien se retrouver dans la prostitution et être née dans une famille assez bien. Mais comment est-ce possible? Bien sûr, il y a la dame, la demoiselle, pardon, qui peut être manipulée par un gang de rue, par un supposé amoureux proxénète. Encore là, pour vous manipuler, on a su déceler en vous une faille, si petite soit-elle. Mais d'où vient cette faille? On pourrait dire de la famille. C'est ce qu'on pourrait répondre. Ah, c'est pas toujours aussi simple que ça. Dernièrement, sur un plateau de télévision, le pédiatre Jean-François Chicoine, docteur au CHU Sainte-Justine, exprimait de façon très pertinente cette réflexion. Et je le paraphrase. Il dit, la famille est un peu comme un cassette de 100 morceaux. L'enfant peut naître dans une belle famille, un milieu fantastique. 99% des morceaux sont fabuleux, même mieux que la moyenne des familles. Or, il n'y a qu'un seul morceau qui fait défaut. Et l'enfant, pour une raison ou une autre, peut focusser sur ce seul morceau manquant. Cela peut expliquer peut-être, au moins partiellement, pourquoi des filles et des femmes peuvent emprunter des voies chaotiques, même nées dans de bonnes familles. Fin de la parenthèse. Je fais une deuxième parenthèse. Ce n'est pas un élément qui amène une femme dans la prostitution. Moi, si je suis allée dans la prostitution, c'est pas parce que mon père simplement ne m'écoutait pas, ne me regardait pas. C'est un ensemble d'éléments très, très complexes qui fait en sorte que on se retrouve dans la prostitution. Ce n'est pas à cause du facteur A ou B ou C ou D, ni à cause de l'addition de A plus B plus C plus D, mais c'est vraiment l'interaction de A, B, C, D, E, F. Et c'est cette interaction-là de différents systèmes, Rose Dufour en a parlé notamment, qui fait que... Maintenant, comment est-ce qu'on peut aider une femme à reprendre du pouvoir sur sa vie, à l'empower? Moi, je pense qu'on peut lui demander pourquoi tu te lèves le matin, qu'est-ce qui te motive à traverser ta journée, qu'est-ce qui t'allume, te stimule, quand tu te sens épanoui, tu es en train de faire quoi, qu'est-ce qui t'accroche à la vie, qu'est-ce qui te passionne, quand tu étais jeune, là, qu'est-ce qui te faisait triper, qu'est-ce que tu fais ou peux faire ou pourrais faire pour connaître le sentiment de valorisation. Alors, il faut vraiment, cette femme-là, l'accrocher à quelque chose qui l'intéresse. Il est possible que la dame réponde « il n'y a rien qui m'intéresse ». Alors, il faut l'aider à trouver quelque chose qui l'allume, qui la fait vibrer, qui fait en sorte qu'elle se lève le matin de bonne humeur et qu'elle a envie de traverser sa journée, l'esprit habité par des objectifs à court terme et ou moyen terme et ou long terme. Et ce n'est pas nécessairement par rapport au niveau professionnel. Hein. La femme, elle a envie de faire du bénévolat à Sainte-Justine en berçant les bébés. Elle a envie de passer la journée à la bibliothèque. Elle a envie de faire une collection de thèmes. Elle a envie de... je ne sais pas moi, de monter un dossier contre un agresseur précédent, puis de l'emmener en justice et de collaborer avec les policiers. Peu importe ce dont elle a envie, c'est de voir qu'elle puisse trouver un sens à sa vie, qu'elle a envie de se lever le matin puis d'avoir des objectifs.
Pour ma part, moi, ce qui m'a donné le plus de sens dans ma vie, c'est il y a 7 ans, quand j'ai donné naissance à mon premier enfant. C'est ce qui m'a donné le plus d'aile dans ma vie. Et quand mon premier enfant est né, j'étais sortie de la prostitution depuis plusieurs années, mais même à ça, ma vie était encore à l'envers. Mais vraiment, quand je l'ai eu sur moi, toute l'énergie que j'avais prise pour me saboter l'existence, j'ai shifté ça à 180 degrés. Puis je me suis dit à ce petit enfant-là, je vais donner le meilleur de moi-même. J'ai un deuxième enfant, puis les deux se développent très bien. Ça, c'est moi. Moi, le fait d'avoir été mère, c'est quelque chose qui m'a donné, qui a notamment donné un sens à ma vie. Mais une autre femme, ça peut être toute autre chose. Et il faut qu'elle arrive à s'investir dans un ou des projets à sa mesure, même si c'est très simple, et des projets qui vont au-delà de ce que la société pense que devrait être la vie de cette femme-là. Je m'explique. La société nord-américaine, notamment de commercialisation, celle de l'argent, de la publicité, de la technologie, de la compétitivité, vous dit ce qui devrait vous traverser est le désir de répondre à des exigences exigeantes et précises. Or, il se peut que cette femme ne réponde jamais à ces critères, et ce pour une multitude de raisons. Peut-être qu'elle n'a pas la capacité, peut-être que même si on en a la capacité, peut-être qu'elle n'en a pas envie. Dit autrement, encore, la femme doit trouver, elle, ce qui la passionne, la stimule, peu importe ce que, à la limite, son entourage peut lui dire. Donc, c'est d'arriver à faire fi, à quelque part, de ce que la société attend d'elle et de trouver son pied, où est-ce qu'elle peut sentir qu'elle est sur son X. Et d'aller au-delà de ce que la société nous dit quant à ce qui consiste apparemment à être une vie bonne et valable. Il y a une multitude d'approches pour aider les femmes à sortir de l'industrie du sexe ou à aller de l'avant dans leur vie. L'une d'elles est ce qu'on appelle la thérapie de la réalité. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce livre-là. C'est un psychiatre qui a écrit le livre « La thérapie de la réalité ». Et ce qui est particulier chez cet homme-là, c'est qu'il cherche résolument à garder sa clientèle dans le présent. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à beaucoup scruter le passé de la personne, de l'aider, entre guillemets. Son approche vise à amener les individus en difficulté à satisfaire leurs besoins psychologiques essentiels et à tenir compte de ceux des autres. Ce monsieur de la Serre dit, notamment, et je paraphrase, « Si vous vivez des difficultés personnelles, peu importe lesquelles, que vous soyez dans la prostitution, dans l'itinérance, problème de santé mentale, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a de la difficulté à vivre dans la réalité. La réalité de ce que c'est que de travailler sur le marché du travail, la réalité de ce que c'est qu'une vie amoureuse, que de développer des liens d'intimité avec des gens proches de soi, la réalité de ce que c'est que... voilà, la réalité avec un grand R. Chez plusieurs ou beaucoup de femmes dans l'industrie du sexe, il y a difficulté à vivre dans la réalité. Pour faire suite à ce... Monsieur de la Serre, combien d'entre nous avons fait face à une femme et de se dire, mon Dieu, on la regarde aller puis on se dit, mon Dieu, qu'elle est déconnectée de la réalité. Alors, on y revient. Parlons encore de réalité. On n'en finit pas de cette réalité-là. La femme face à vous, vit-elle dans le passé, vit-elle dans le présent ou dans le futur? Pour ma part, moi, je suis une personne qui a beaucoup vécu dans le passé à un moment donné. Je me souviens, j'étais avec un client, il y a 20 ans de ça, qui était chez moi, et à un moment donné, on discutait, puis c'est un monsieur qui était dans le domaine de la psychologie. Je ne me souviens pas du tout de ce dont je parlais, mais à un moment donné, il me coupe et il me dit, « Toi, là, tu vis beaucoup dans le passé, hein? » Et moi... et là, il continue, il dit regarde tes cadres chez toi. Ils sont tous, c'est tous relié au passé. Et puis moi, un peu presque ado, j'ai dû répondre quelque chose comme c'est juste des cadres. Mais il avait tellement raison. Il avait tellement raison. Donc, l'idéal, c'est vraiment de trouver un équilibre entre... Ce qui arrive, c'est que quand on vit trop dans le passé, ça ne nous aide pas à aller de l'avant, à s'ajuster aux situations nouvelles et aux opportunités de la vie qui s'offrent à nous. Vivre trop dans le présent, ça ne nous permet pas d'apprendre de nos erreurs du passé et de faire l'introspection sur comment on peut mieux faire une prochaine fois. Et vivre trop dans le futur, c'est signe ou source d'anxiété, en quelque sorte, et d'insécurité, parce qu'on ne vit pas dans le moment présent. Moi, je pense que ça se peut se demander à une femme, toi, tu vis plus comment, toi? Tu es plus dans le passé, tu es plus dans le présent, tu es plus dans le futur? Et c'est de voir avec la femme les avantages et désavantages de chacun de ces temps-là. Et c'est de voir que peut-être qu'un équilibre en tout, notamment là, est important. Excuse-moi, Lorraine. Évidemment, si une femme nous parle de traumatisme vécu dans le passé, on ne va pas lui dire « arrête de parler de ça, regarde, vis le moment présent, le passé c'est passé ». Il y a une façon de faire les choses, bien entendu. Hein?
Mais vous savez, même la femme qui déteste qu'on lui dise regarde en avant, le passé, c'est passé, même cette femme-là qui n'aime pas qu'on lui dise ça, et elle a raison de ne pas aimer ça, parce que moi, j'aimerais pas ça qu'on me dise ça, mais même cette femme-là qui n'aime pas qu'on lui dise ça, c'est la première à désirer ardemment, elle aussi, à aller de l'avant dans sa vie. Pour ma part, moi, je suis une personne, là, si on pouvait aller dans mon cerveau, je suis à peu près à un tiers. C'est-à-dire un tiers de ma vie, je vis dans le passé, un tiers de ma vie, je vis dans le présent, un tiers de ma vie, je vis dans le futur. Je ne sais pas si c'est équilibré ou pas, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas médicamentée, je ne suis pas suivie en psychiatrie, j'ai 2 enfants qui se développent bien, donc je me dis que ça doit être pas si pire. Mais donc, c'est d'arriver à trouver cette espèce d'équilibre-là. Mais je ne sais pas si un tiers, c'est équilibré. Là, j'ai lu ça nulle part. C'est à prendre sous toute réserve. Changement de sujet. Et en même temps, tellement pas. Car on revient encore à la réalité. La réalité, selon ce psychiatre, William Dassert, c'est la réalité du vivre dans le moment présent. La femme doit trouver une façon de vivre, trouver une qualité de vie. Quand je parle de qualité de vie, évidemment, je ne parle pas juste d'argent, hein, mais une qualité de vie en misant sur ses forces, sur son réseau, sur les ressources de son milieu. Voyez-vous le rectangle que j'ai installé juste ici? Disons que ça pourrait représenter un terrain. Disons un terrain de soccer. L'intérieur du terrain, là, bon, il y a de l'herbe, là, il y a de la terre, il y a des insectes, là, des roches en dessous du gazon. Là, bon, vous voyez le genre, là, si vous imaginez un terrain de soccer. Donc, tout ça, ça représente les forces de la femme à maximiser à l'intérieur des limites du terrain. Les limites de la femme qui sont sur les plans psychologiques, physiques, monétaires, professionnels, sociaux, familiales, limites des ressources des divers paliers de gouvernement. Donc, la femme a devant elle un terrain fertile à déchiffrer. La femme doit être consciente de ses limites et de ses forces et doit être en mesure de se dire comment me construire une vie, une qualité de vie qui me convient, dans les limites qui sont les miennes. L'air de rien, on revient à l'importance de vivre dans la réalité. L'importance pour la femme de trouver quelque chose qui la motive à se lever le matin avec des projets qui l'inspirent à sa mesure, dans les limites qui sont les siennes. Il faut, pour bien connaître son terrain de vie à elle, la femme doit trouver sur quoi elle a du contrôle et sur quoi elle n'en a pas. Et ça, c'est vraiment pas simple. Sur quoi j'ai du contrôle, sur quoi j'ai une prise et sur quoi je n'en ai pas et que je dois lâcher prise. C'est vraiment pas simple de savoir quoi et dans quelle colonne. Et la femme a parfois à faire des deuils. Et d'autres fois, elle a à faire preuve d'imagination pour trouver les solutions qui lui conviennent à elle. Moi, je pense qu'il y a des solutions à tout. Et parfois, la solution, c'est d'arriver à se dire « ça va être correct ». La femme peut vivre énormément de frustration et de colère par rapport à des injustices passées et ou présentes qu'elle vit, des situations qui sont inacceptables, absolument. Et elle a le droit de ressentir toutes les émotions qui y sont reliées. Ce sont des émotions normales. Mais à travers toutes ces émotions intense et légitime qu'elle vit, doit se faufiler au moins un petit chemin à l'intérieur d'elle où elle arrive à se dire « ça va être correct et je vais faire avec ». Certains vont parler en termes de apprendre avec, il y en a qui vont dire apprendre à vivre avec. Moi, je vais parler plus en termes de trouver un espace à l'intérieur de soi où on arrive à se dire « OK, ça va être correct, je vais faire avec ». Je vais faire avec quand quelque chose, je n'ai pas de contrôle dessus. Peu importe ce dont vous parle la femme face à vous, là, peu importe les difficultés de ce dont elle vous parle, il y a toujours des liens à faire ce rectangle-là. Des choses sur lesquelles elle a du pouvoir, du contrôle, d'autres choses où elle n'en a pas, des forces et des ressources qu'elle doit solliciter à l'intérieur d'elle. Puis quand je parlais tantôt de roches, puis de gazon, puis de fourmis, bien, la fourmi, là, c'est d'aller chercher, de puiser toutes les petites ressources, aussi petites soient-elles, pour miser là-dessus. Lorsque vous rencontrez une femme en difficulté, en intervention, après avoir discuté avec elle, vous pouvez lui faire ce dessin-là. Carrément, vous prenez une feuille 8,5 par 11, vous lui dessinez un rectangle et vous lui remettez à la fin de la rencontre. Et vous lui dites, disons, Justine, je veux juste te dire, je te remets ça, puis c'est très important, c'est très précieux. D'abord, elle va penser que vous êtes folle, mais c'est pas très grave. Vous lui remettez, mais vous ne lui dites pas pourquoi vous lui donnez. Laissez-la penser. Dites-lui, moi, je t'ai écouté parler, Justine, tantôt, là, puis je fais des liens entre ce que tu m'as dit tantôt et ce rectangle-là. Et je te laisse essayer de deviner c'est quoi les liens qu'on peut faire. Probablement qu'elle ne devinera pas tout à fait, mais au fil des rencontres, tranquillement, donnez-lui des indices, laissez-la réfléchir. Dites-lui, par exemple, à un moment donné, que c'est des liens qu'elle peut faire entre
ce rectangle, qu'il y a des liens à faire entre ce rectangle-là et sa vie. Éventuellement, dites-lui, tous les humains en ont un, ils sont juste différents des uns des autres, c'est-à-dire que les rectangles sont différents des uns des autres, d'une personne à l'autre. Tu me dis, Rose, si je suis trop longue. Parfait. L'idée, c'est d'allumer sa curiosité et que ce simple rectangle finisse, à un moment donné, par faire sens pour elle. En tant qu'intervenant, nous avons parfois une idée de ce que cette femme doit comprendre. Or, nous ne connaissons pas toute la vie de cette femme-là. Nous ne connaissons pas tous les détails de sa vie. Oui, cette femme a peut-être à comprendre ce que nous, on pense qu'elle devrait comprendre, mais elle a peut-être aussi à comprendre bien d'autres choses que nous ne soupçonnons pas. Cette femme peut, elle, faire des liens dans son esprit que l'on ne soupçonne pas, des liens parfois très pertinents. Et ce détour parfois obligé peut très bien l'emmener au degré de compréhension qu'on lui souhaite éventuellement. Le psychiatre William Glasser, toujours dans son livre, parle de l'importance de la relation interpersonnelle dans le processus de guérison. En page 17 de son livre, il explique « Il faut être en relation avec les autres, au moins une personne, idéalement avec plusieurs, mais au moins avec une. En tout cas, au cours de notre vie, nous devrions avoir au moins une personne qui se soucie de nous et dont nous nous soucions nous-mêmes. Sans cette personne essentielle, nous ne parviendrons pas à satisfaire nos besoins fondamentaux. » Parfait. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit très proche de nous physiquement. Il faut juste que cette personne-là, là, elle ait une conscience aiguë qu'une autre personne tient à elle et qu'elle tient à cette personne-là. Donc, je pense qu'on peut lui demander à une femme, est-ce que quelqu'un, même si la personne est loin dans un autre pays, est-ce que quelqu'un qui tient beaucoup, beaucoup à toi et que toi, tu tiens réciproquement à cette personne-là? Parce que s'il n'y a pas ce lien-là avec une personne sur la planète Terre, ça risque de compliquer sa guérison. Et M. Glasser continue en disant, si vous n'avez pas le sentiment que quelqu'un qui vous est cher se soucie de vous, c'est immanquablement la perte de contact avec la réalité qui vous attend. Vos besoins se trouveront de moins en moins satisfaits et vous finirez par mourir ou devenir fou. Et là, il donne l'exemple, admettons, si vous étiez seul sur une île déserte, là, les personnes qui vont réussir à vivre seules sur une île déserte pendant des années, c'est que si ont la conscience aiguë qu'une personne tient à eux et qu'eux tiennent à cette personne-là. Mais si vous êtes seul sur une île déserte et que vous avez le sentiment que cette réciprocité dans cette relation-là, vous allez finir par mourir ou devenir fou. OK. Il est possible que la femme face à vous n'a pas développé ce lien-là avec quelqu'un. Peut-être que ça pourrait être avec vous. Ça ne veut pas dire nécessairement de l'inviter à souper chez vous, mais ça veut dire de vraiment vous sentir intéressé, préoccupé par son bien-être. Et elle risque bien de le ressentir si vous êtes sincèrement préoccupé par elle. Est-ce que c'est nécessaire de dire que c'est important qu'elle se sente comprise et non jugée, accueillie, qu'elle reconnaisse également qu'elle vit beaucoup d'émotions? Mais vous savez, quand on est dissocié, parce qu'on a la procession, on est souvent dissocié de nos émotions, quand on a de la difficulté à vivre ici avec ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça rebondit au niveau rationnel. Donc, je me souviens d'une femme d'être en train de discuter avec elle et elle me parlait de sa vie, ses difficultés, mais de façon tellement rationnelle. Il n'y avait aucune émotivité. Puis, à un moment donné, je lui dis, appelons-la Justine, je lui dis, Justine, je sais que ce que tu vis plein d'émotions intenses. Puis ça ne paraissait pas, là. Mais elle a fondu en sanglots parce que c'est exactement ça. Donc, c'est une façon de connecter avec la femme, c'est de réaliser qu'elle vit une intensité d'émotions absolument phénoménale, comme ça n'a aucun sens. Moi, je me souviens à l'époque, autant il y a quelque chose qui était très robotisé à l'intérieur de moi, je me sentais comme un robot, là, où je ne ressentais rien, mais vraiment rien. Et en même temps, bizarrement, je me sentais comme une feuille de papier de soie, prête à déchirer à tout instant. Je dois arrêter maintenant. Je n'ai pas terminé mon exposé. J'ai des documents ici qui le complètent si jamais il y a des gens qui veulent avoir la fin. Merci infiniment pour votre écoute.